Alexandre Varro avait commencé la politique, c'était en 95. À l'époque, c'était Philippe de Villiers. Il était devenu député européen. Et puis, il avait non pas décroché avec la politique, mais là, il renoue avec un mandat, mais sous une autre étiquette, celle du Rassemblement national, qu'il a rejoint le 6 mars dernier. Il est avocat bien connu. Alors, ce n'est pas que le fils de Jean-Marc Varro. Et c'est... Bonjour Alexandre Varro. Bonjour Louis Euh, Dauphren. voilà. Votre père était d'ailleurs au Parti républicain. Ça n'avait rien à voir avec le RN. C'est pas une question de famille, finalement. Non, ce n'est pas une affaire de famille. Vous n'avez pas subi d'influence particulière. J'espère que j'ai subi quelques influences de mon père, ça c'est une Oui, ça certitude, j'imagine. mais pas celle-ci. Voilà. Et donc, je disais, donc vous aviez été député européen, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez la politique et que vous y reveniez ensuite? Écoutez, j'ai suivi Philippe de Villiers dans l'aventure politique. J'ai d'abord été son avocat, je le suis resté pendant plus de 20 ans. Après, il m'a entraîné et je suis devenu député de son mouvement, vice-président du Mouvement pour la France, porte-parole. Voilà, il y a eu 15 ans à peu près de vie politique à ses côtés. Et puis il a arrêté la vie politique et en quelque sorte, je l'ai arrêté avec lui, ne trouvant pas de solution qui me paraisse à ce moment-là suffisamment séduisante, raisonnable. Et je suis passé de la défense de l'intérêt général à la défense de l'intérêt particulier comme avocat. Donc toujours la défense. Et puis je reviens maintenant vers la défense de l'intérêt général parce qu'il me semble que c'est là qu'est l'urgence. Qu'est-ce qui a changé depuis 2004, puisque votre mandat de député européen s'était achevé en 2004, Oui, il y a 20 ans? il s'est achevé il y a 20 ans. Ce qui a changé, moi peut-être, le pays sûrement. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne s'engage pas. Alors, on peut s'engager juste avec un bulletin de vote, hein, c'est déjà beaucoup. On peut s'engager en parlant, en discutant, en essayant de convaincre si on a des conditions, des convictions. Euh, la situation du pays, je ne dirais pas qu'elle est dramatique, ça serait peut-être excessif. Mais quand on a plus de 3 000 milliards d'endettement, une immigration totalement incontrôlée, une violence qui fait la une de nos journaux tous les jours, des territoires en sécession, il faut faire de la politique. Si on s'en sent capable, en tout cas, moi je crois que j'en suis capable, Des territoires en donc je le sécession. fais. Bah oui, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, et même en métropole, un certain nombre de territoires qui ont échappé à la règle commune. Donc le pays ne va pas bien. Or, ce pays a tout pour aller bien. Nous sommes un pays qui devrait être riche et qui devrait être en paix. Et ça n'est malheureusement, chaque mois, on constate qu'on va un petit peu plus mal. Et donc, voilà, le désir d'engagement, moi, je n'ai pas envie de laisser à mes enfants un pays dans cette situation. Donc, je veux faire ce que je peux pour que ça aille un peu mieux, et si possible, beaucoup mieux. Avec le RN. Avec le Rassemblement national, bien sûr, puisque c'est lui qui me paraît aujourd'hui le seul à porter la possibilité d'aller mieux et la chance de gagner, parce qu'il faut être raisonnable dans la vie politique. C'est très bien de témoigner à 4%, mais c'est mieux de gagner. À un moment, il faut 50% plus une voix. À un moment, si on fait de la politique, il faut avoir le projet de gouverner pour changer la vie des gens. Voilà, moi je veux changer la vie des gens, changer la vie de tout le monde pour que cette vie soit meilleure. Alors, c'est une ambition un peu folle. Voilà, il se trouve que c'est la mienne et que ça devrait être celle de tous ceux qui font de la politique. Et pour ça, moi, il me faut 50% plus une voix. Il y a des partis qui sont respectables, mais à 5%, ils n'y arriveront pas. Avez-vous perdu des clients depuis que vous avez annoncé votre candidature? No comment. Mais vous avez eu des réactions. Dans l'ensemble, très favorable. J'ai été surpris des réactions. Alors, les réactions de mes clients, je n'en ai pas eu d'agressives. J'ai eu quelques clins d'œil, parfois amusés, parfois de soutien. Je pense que les gens n'ont pas, dans l'ensemble, été extrêmement surpris de ce choix qu'on pouvait deviner chez moi. Hein, dans ma personnalité, tout est en vitrine. Ça ne devait pas être une énorme surprise que je ne m'engage pas pour la France insoumise et que j'ai un certain esprit d'engagement. Donc de ce côté-là, ça s'est bien passé. Après, quand je vois dans la campagne les réactions des gens, j'étais le week-end dernier, je pourrais vous le raconter, dans 10, 15, 20 départements. Euh, je serai à Bordeaux samedi, à Dax bientôt, à Saintes le 25. Là, j'étais à Boulogne-Billancourt dimanche dernier. On distribue des tracts, petit travail de militant du quotidien.
Et je suis là, le candidat, donc celui vers qui on dirige, les gens qui ont envie de parler. Et c'est incroyable parce que les gens viennent, ils vous rendent le tract, on se dit, tiens, c'est un peu agressif. Bon, enfin, une agressivité mesurée, ils ne vous le jettent pas à la figure. Gardez-le pour d'autres. Moi, c'est fait, je vote pour vous. Et des dizaines de personnes dans la matinée qui m'ont dit, c'est bon, merci, continuez, allez-y. Quelques agressifs, bien sûr, c'est normal. On ne prétend pas à 100% des voix. Mais dans l'ensemble, je trouve l'accueil extrêmement encourageant pour la liste menée par Jordan Bardella, avec le soutien de Marine Le Pen, qui est la 80e sur la liste, et qui ne cherche pas à être élue à cette élection, mais qui apporte évidemment tout son soutien. Vous êtes 13e, Alexandre Barrot. Moi, je suis 13e. Donc vous serez élu si Jordan Bardella... Si on en croit les sondages, les sondages avec certitude élu. À votre avis, sont-ils surestimés? Il y a une petite tradition médiatique de surestimer le Rassemblement national avant une élection, sans doute parce que ça mobilise aussi les audiences télévisuelles. Et à l'arrivée, peut-être que... Qu'est-ce que vous pensez qu'il... C'est un peu absurde comme question, j'en conviens, qu'il sera au-delà de 30% ou en dessous de 30%? Je pense au-delà de 30%. Après, je ne peux pas savoir s'il est... Il y a une barrière psychologique quand même. J'espère que les instituts de sondage ne surestiment pas. Alors cette barrière psychologique, elle a quelque chose d'extrêmement injuste, parce que dans tous les cas, on va être largement en tête, avec un énorme écart, devant le parti qui est censé être celui de la majorité et qui représente 17% des voix, ce qui est un peu embêtant pour un parti majoritaire. Donc au lendemain de l'élection se posera, c'est une élection évidemment pour l'Union européenne, mais c'est également une élection de mi-mandat, c'était une élection de test, elle l'a toujours été. Ce parti de la majorité qui représente un 8e des Français devrait se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à gouverner ou est-ce qu'il ne faut pas remettre les clés du camion entre les mains des Français? La question se posera pour eux au soir du 9 juin en fonction des résultats des élections. Mais Vous pensez qu'Emmanuel Macron ne devrait pas aller au bout de son mandat et qu'il reste 3 ans encore? S'ils font 17%, Emmanuel Macron ira au terme de son mandat, sauf s'il souhaite démissionner, ça n'appartient qu'à lui. Mais le président de la République pourrait se poser la question, si sa liste fait le score qu'on lui annonce aujourd'hui de 17%, de savoir s'il n'est pas temps de renvoyer les Français aux urnes pour une élection législative. Là où vous avez un côté disruptif, Alexandre Barrot, c'est que le Rassemblement national a plutôt du mal à avoir les catégories aisées, intellectuelles, urbaines. Enfin, il les a moins que les autres, et aussi d'un certain âge. Il y a 2 catégories qu'il a du mal à avoir, ce sont plutôt les intellectuels et puis les personnes d'un certain âge. Vous êtes encore jeune, mais vous appartenez à une catégorie qui n'est pas traditionnellement la cible du RN. Vous avez conscience de ça? Vous représentez une forme d'empiètement par rapport à une réalité sociologique dont vous êtes un petit peu distinct. Alors j'ai conscience d'être encore jeune, comme vous le dites. Cette réalité sociologique, oui, elle apparaît dans les sondages. Elle est, quand on les examine, de moins en moins vraie. C'est-à-dire que la progression du RN dans toutes les catégories de la population est importante, y compris dans celles qui nous étaient relativement fermées, qui étaient ce qu'appellent les sondeurs les CSP+, c'est-à-dire les catégories sociales les plus élevées. Pourquoi ? Parce que une partie de ces gens avaient peur, parce qu'on leur faisait peur, parce que pendant 30 ans, on leur a expliqué que c'était épouvantable et qu'ils auraient les pires ennuis dans leur vie sociale et professionnelle. Bon voilà, les gens se sont aperçus qu'il n'y avait plus de raison d'avoir peur et que le pays allait suffisamment mal pour qu'il faille en tout cas juguler cette peur, si elle existait encore pour certains. Donc non, alors moi je leur dis, n'ayez pas peur. Comment vous situez-vous par rapport à vos engagements privés? Vous êtes, enfin privés et qui sont aussi publics, hein. Il y a un collectif contre l'handiphobie, par exemple, vous êtes beaucoup mobilisé là-dessus. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux? Est-ce qu'on pourrait dire la lutte contre l'handiphobie, c'est la lutte pour l'inclusivité, qui n'est pas vraiment le discours du RN aujourd'hui? Alors bien sûr qu'il y a forcément un lien, puisque c'est moi, je ne suis pas schizophrène, et entre tout, il y a un lien. La lutte contre l'handiphobie, elle prend chez moi racine dans un événement personnel qui est la naissance d'un enfant porteur d'une trisomie 21, qui m'éveille un peu plus que je ne l'étais auparavant à cette question. Ensuite, historiquement, il se trouve qu'il y a à ce moment-là l'affaire Perruche, l'arrêt Perruche. Bref, je deviens président de ce collectif contre l'handiphobie qui réunit des associations. Dont vous étiez venu parler à l'époque d'ailleurs. Exactement.
Et cette question ne cesse pas de m'habiter parce que, euh, voilà, le handicap mental particulièrement est vraiment le parent mal aimé du handicap en France. Celui dont on détourne le plus le regard. Alors il y a un film, paraît-il très bien, qui est récemment de Artus, qui est récemment sorti sur les écrans. Très bien, ça rend les choses plus visibles, plus compréhensibles, plus sympathiques. Mais oui, c'est un combat personnel, puis c'est aussi un combat politique. Et je ne négligerai pas dans ma vie politique de m'intéresser au sort des personnes handicapées, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un message contradictoire, et c'est peut-être extrêmement caricatural ce que je veux dire, entre d'un côté le RN perçu comme le parti de l'exclusion et la démarche d'inclusion qui est la vôtre pour les personnes qui ne sont pas justement, qui ne sont pas, qui sont trisomiques en particulier. Oui, non, le RN n'est pas le parti de l'exclusion, mais il peut être effectivement le parti de la frontière. Alors, tout dépend du mot que vous employez. Le parti de l'exclusion est un mot déplaisant. Le parti de la frontière, c'est ce qui définit un pays. Alors, si vous ne voulez pas avoir de pays, vous n'avez pas de frontière. Mais si vous voulez avoir un pays, si vous pensez que la France a un sens et que la France n'est pas exactement la même chose qu'un autre pays du monde, ben vous avez des frontières. Et si vous avez des frontières, vous contrôlez vos frontières. Et vous dites, je vous accueille ou je ne vous accueille pas. Vous êtes français ou vous n'êtes pas français. Être français, c'est avoir des droits, c'est aussi avoir des devoirs, c'est avoir des contraintes. Et je pense qu'il est largement temps de reprendre le contrôle de nos frontières et pour que tous ceux qui sont chez nous puissent être intégrés puis assimilés, il faut là mettre sérieusement un stop à l'immigration. Les Français en ont assez. On est allé beaucoup trop loin. C'est nuisible à des tas de gens. J'en ai parlé là aussi au cours de cette campagne avec des gens qui sont issus de l'immigration et qui trouvent que c'est très difficile pour eux d'arriver à s'intégrer avec le regard négatif qu'on porte sur une certaine immigration qui refuse de s'assimiler, alors que eux voudraient s'assimiler. Donc, stop. Et on fait des efforts pour que ceux qui souhaitent s'assimiler, c'est-à-dire devenir français, c'est-à-dire considérer que Jean de La Fontaine est un poète qui leur parle, et bien que ceux-là deviennent français. Être français, c'est pas une couleur de peau, c'est une culture. Voilà, il n'y a pas de couleur de peau, par contre, il y a une culture unique. Et avec des apports, mais doucement, dans le temps, lentement. Voilà, toubib, tout le monde connaît ce mot-là pour les médecins, c'est un mot qui vient de l'arabe, ça pose pas de problème. Mais il faut être raisonnable. Ça fait des décennies qu'on est totalement déraisonnable. Et donc il faut, ce qui a été défait par la politique sur l'immigration, nous allons le refaire par la politique. Ça va pas être facile, ça va pas se faire en un an, mais on va le faire. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une région périphérique de l'Union européenne, c'est hors dossier Union européenne, mais inévitablement, vu ce qui se passe là-bas, quel regard portez-vous sur la manière dont l'État, il y a l'état d'urgence et dont l'État, le gouvernement gère ce dossier? Très difficile, on va voir comment il le gère, hein, c'est tout nouveau. Mais ce qu'on voit des émeutes en Nouvelle-Calédonie, c'est un tiers politique, deux tiers voyous. Autant que je me souvienne, dans les résistants de l'histoire du monde, ceux qui ont résisté dans les pays de l'Est, Jan Palach en Tchécoslovaquie, Solzhenitsyn, ceux qui ont résisté, Honoré d'Estiendorf en France, ils pillaient pas les supermarchés. Or, ce qui caractérise actuellement les émeutes en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on voit courir des jeunes gens, manifestement pris de drogue et d'alcool, avec des caddies remplis de bouteilles de vodka. Donc aujourd'hui, ce sont essentiellement les voyous qui sont à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Et face aux voyous, il faut le rétablissement de l'ordre. On a un gendarme qui a été tué par des voyous qui pillent les supermarchés. Donc voilà, mais c'est aussi la conséquence de la faiblesse d'un système qui, dès qu'il y a un problème, nous propose des coups de menton, parce que là, ils sont formidables. Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, notre Premier ministre, n'ont pas manqué depuis 48 heures d'assurer que l'État ne faiblirait pas, que la répression serait impitoyable, sauf qu'ils arrivent toujours après la bataille, ces gens-là. Donc il fallait donner auparavant les messages de la fermeté d'un État qui veut être respecté, il veut être respecté parce qu'il est respectable. Donc il ne s'agit pas de crier au moment où on a mal, il s'agit d'être respectable avant. Est-ce que vous êtes pour le retrait du texte du gouvernement?
Non. sur le dégel du corps électoral. Non, le corps électoral doit être un corps électoral démocratique, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans ce pays doivent avoir le droit de vote. Ce qui était anormal, c'est ce qui existait auparavant, qu'on a fait dans un souci de pacification, peut-être louable, qui a été respecté depuis les accords de Nouméa il y a bien longtemps. Hein. Et ces accords ont permis une transition pacifique. On a voté une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, ils étaient tellement sûrs de perdre les indépendantistes qu'ils n'ont pas participé au vote. Donc maintenant, la démocratie a parlé. On va permettre à des gens qui habitent là-bas depuis très longtemps d'avoir le droit de vote comme partout sur le sol Depuis plus de français. 10 ans. Oui, voilà. Et déjà depuis plus de 10 ans, c'est bien le minimum. Donc ils sont français sur le sol français, ils ont le droit de vote. C'est pas très compliqué. Pourtant, il y a une préoccupation identitaire qui devrait vous toucher, puisque ceux qui s'opposent au dégel du corps électoral disent on va être mis en minorité par des personnes qui sont arrivées plus récemment et qui donc vont devenir majoritaires et qu'il y a une bascule, en quelque sorte, qui nous fait perdre la maîtrise de notre destin. C'est un peu le raisonnement. Je mets à part les pillages, les émeutes, tout ça. Hein. Je raisonne uniquement sur le fond. Le dégel du corps électoral fait perdre au peuple kanak, dirions-nous, la possibilité de rester majoritaire sur son île. Alors d'abord, le peuple kanak n'est pas majoritaire sur son île. Il y a un tiers de Kanaks, un tiers de population d'origine européenne et un tiers que l'on dira métissé, soit de Kanaks et d'Européens, soit de gens venus un peu de tous horizons autour. Donc les Kanaks ne sont en aucun cas majoritaires sur leur île. Ils ont une culture qui leur est propre, qu'il faut respecter. Il faut les aider à la conserver. Ça ne pose évidemment aucune difficulté, et d'ailleurs elle l'est respectée, mais ça ne leur permet pas, minoritaires, d'imposer leurs lois au-delà du score des élections. Voilà, s'ils sont, sont minoritaires aux élections, ils ont perdu l'élection, c'est pas compliqué. Alexandre Barraud, si les Français deviennent en métropole minoritaires eux-mêmes sur leur propre territoire, ce qui sera sans doute le cas si la courbe démographique continue telle qu'elle est. Ça, c'est une observation que beaucoup de gens peuvent faire, c'est assez facile à faire. Qu'est-ce que vous direz à ce moment-là ? Alors, je n'aurai pas l'occasion de le dire, car à mon âge, je pense que je n'aurai pas l'occasion de voir cela. Mais avant que les Français deviennent minoritaires sur notre territoire, il se passera quand même beaucoup de temps. Il y a déjà trop d'étrangers sur notre sol, je l'ai dit tout à l'heure, et il est largement temps, et c'est le souhait de la majorité des Français, de se préoccuper de l'immigration, de la contrôler, de la juguler, de ne pas laisser ceux qui versent dans la délinquance rester chez nous. Et si ce travail est fait, la question que vous me posez ne se posera jamais. Qu'est-ce que vous allez faire au Parlement européen ? Parce que là, on parle enjeux nationaux, sécurité, immigration, et on connaît bien là-dessus ce que propose le RN. Mais en Europe, plus personne ne propose de sortir de l'Union européenne, ni de la monnaie commune. Marine Le Pen a quand même beaucoup infléchi sa position. Et finalement, c'est aussi normalisé là-dessus. Alors, la monnaie commune était une question qu'on pouvait se poser, qu'il fallait se poser quand elle a été instituée il y a plus de 20 ans. C'est une question qui ne se pose plus parce qu'en sortir serait encore pire que d'y être rentré. Donc la monnaie commune, on va y rester. Il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle de l'Union européenne. Nous ne serons que 81 députés français. Donc on va parler avec nos voisins. Notre souhait, pour le schématiser, c'est que l'Union européenne soit une Europe des coopérations. Une Europe à la carte et pas au menu. Vous vous asseyez et vous choisissez ce que vous voulez prendre. On ne vous l'impose pas. Si vous voulez une coopération avec tel pays, parce que vous pensez que ça vous aidera à développer un avion, un char d'assaut, une entreprise performante pour mettre des satellites en orbite, mais que d'autres ne veulent pas le faire, et ben, les autres ne le font pas. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Et si d'autres ont des projets auxquels vous ne voulez pas adhérer, vous n'adhérez pas. Il faut arrêter de cette Europe des obligations, faire une Europe où on a le droit de dire oui et une Europe où on a le droit de dire non. Et c'est l'Europe qui a toujours marché. Hein. C'est toujours comme ça. Quand on a voulu faire Airbus, faire Ariane, ça a marché parce que la Commission européenne ne s'en occupait pas. Quand on a voulu faire Erasmus, la Commission européenne ne s'y étant pas intéressée, ça a formidablement fonctionné. Donc il faut ramener la Commission européenne dans son rôle prévu par les traités, qui est celle d'une administration,
et non pas d'un gouvernement. Rappelez à Mme von der Leyen, si malheureusement elle était réélue, qu'elle n'est pas la présidente de l'Union européenne, mais la chef d'une administration, et qu'elle obéit aux instructions qui lui sont données par le Conseil des chefs d'État de l'Union européenne, lequel Conseil doit décider à l'unanimité et non pas à la majorité, comme on cherche à nous le refiler désormais. Mais donc, si on décide à l'unanimité, ça veut dire que le système que vous préconisez, c'est déjà le cas, puisqu'il faut que les chefs d'État s'entendent pour coopérer entre eux, pour que la Commission, normalement, passe à l'acte. Mais si l'Europe a des intérêts communs, elle les choisira à l'unanimité. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour que la France se voie imposer quelque chose par un bloc du Nord, un bloc du Sud, un bloc de l'Est, n'importe quel bloc. Si ça n'est pas notre intérêt, c'est non. C'est comme l'a fait le général de Gaulle, la politique de la chaise vide, parce qu'on n'est pas d'accord. Alors on n'y va pas, et c'est non. Ça marche de la même manière à l'ONU. Hein. Nous avons le droit de veto, et quand on n'est pas d'accord, on pose notre veto. À quelle politique diriez-vous non? À quoi diriez-vous non en priorité? À la politique de non-surveillance des frontières, à ce qu'on a fait de Frontex, qui est normalement un corps de garde-côtes, de garde frontalier, et dont on a fait une agence d'accueil qui, au mieux de surveiller les frontières, se charge d'accueillir les gens qui arrivent et de les intégrer, puis de les répartir sur les territoires. Comme le souhaite le pape François. Et d'imposer, oui, c'est pas sa meilleure idée, et d'imposer, beaucoup de respect pour le souverain pontife, mais pas toujours quand il se mêle de politique. Ce qui nous est rappelé par la doctrine de l'Église et les évangiles sur l'accueil des autres s'impose à chacun d'entre nous, mais ne s'impose pas aux États dans la conduite de leur politique. Et le catéchisme de l'Église catholique, je le rappelle à ceux qui auraient tourné cette page un peu trop rapidement, autorise chaque État à contrôler ses frontières et à contrôler le nombre de migrants. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça, Alexandre Varrot? Que ça s'impose à moi, mais que ça ne s'impose pas à un État qui dirige et contrôle ses frontières, choisit qui se trouve là. Et moi, mon vote, c'est par délégation, l'État représente mon vote. Donc ma personne fait corps avec l'État, qui en fait obéit à mon vote. Donc dissocier la personne de l'État, c'est difficile, non? Et si, il faut bien sûr dissocier la personne de l'État. La personne a des devoirs. Vous devez évidemment ouvrir votre table à celui qui a faim. Mais l'État doit, par respect de ses natifs, par respect de quelque chose qui est totalement immatériel, qui est une culture qui s'est construite sur 2 millénaires et qu'il faut préserver parce qu'elle est une richesse pour l'humanité, eh bien, il doit veiller que tout ça ne se mélange pas dans un grand tout et qu'on ne voit pas déferler sur le pays, c'est déjà fait, hein, des millions d'immigrés qui, au surplus, n'ont pas le désir de s'intégrer pour une large partie d'entre eux. Donc, moi, je souhaite qu'on permette à ceux qui sont là et qui souhaitent s'intégrer de le faire, qu'ils soient assimilés, qu'ils deviennent des Français. Et il n'y aura rien sur la couleur de peau, il n'y aura pas de remigration. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est dans notre programme. Mais pour autant, je ne me sens pas tenu d'accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Merci beaucoup, Alexandre Varrot. Merci, maître. Je rappelle que vous êtes ancien député européen, que vous serez sans doute élu donc le 9 juin sur la liste RN. Vous êtes en 13e position pour les élections du 9 juin 2024. Merci beaucoup. Merci à vous.